Juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler du collectif des arts de la table. Alors l'art de la table, c'est vraiment une grande tendance dans notre univers déco, vous n'avez pas pu y échapper. Toutes ces jolies tables qu'on peut voir en photo sur Instagram ou dans les magazines, qui nous inspirent, qu'on a envie de reproduire quand on reçoit, ou même au quotidien. Tous ces chefs et ces restaurants qui font attention autant au contenu qu'au contenant, et toute cette jolie vaisselle qu'on peut voir dans les boutiques, eh bien c'est tout ça que défend le collectif des arts de la table, qui a pour ambition donc de promouvoir et de valoriser la filière française des arts de la table. Grandes marques, créateurs indépendants, artisans et détaillants passionnés, ils sont tous unis d'une même voix pour faire rayonner leur savoir-faire et leurs produits, mais aussi pour vous inspirer. Tous les mois, le collectif des arts de la table vous propose une nouvelle tendance qui vous donne plein d'idées sur les matières, les couleurs et les formes du moment, et bien sûr une sélection de produits de marque française que vous pouvez donc retrouver sur leur site lesartsdelatable.fr ou sur leur compte Instagram @lesartsdelatable. Allez, place à l'épisode maintenant. Bienvenue dans Ding Dong, l'émission pratique de Décodeur, votre podcast déco. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et dans Ding Dong, on va parler conseils pratiques, trucs et astuces pour la maison. À chaque épisode, j'invite un expert qui répond à 10 questions sur une thématique précise, ces fameuses interrogations du quotidien qu'on a tous un jour ou l'autre. Petits espaces, salle de bain, sol, couleurs, rénovation, c'est parti pour la foire aux questions. Bonjour à tous, j'avais absolument envie de vous proposer un épisode sur la literie, car ça fait partie des grands thèmes du quotidien dans une maison et des grandes questions qu'on se pose quand on doit la changer. J'ai donc trouvé le partenaire idéal pour cet épisode, la marque française Teddy Bear. Alors Teddy Bear et ses 3 fondateurs ont révolutionné le monde de la literie en 2015, il y a presque 10 ans maintenant, en proposant un matelas unique, enfin depuis ils en ont 3, on va sûrement revenir dessus, mais chez eux, en gros, c'est hyper facile de choisir plutôt que de se perdre dans l'offre pléthorique qui existe sur le marché, sans intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de boutique, enfin pas encore à l'époque. Pour tester en fait chez eux, vous avez 100 nuits d'essai chez vous. C'est livré en 48 heures chez vous, je crois qu'on n'a pas trouvé plus efficace. Le prix est juste, pour vous donner une idée, ils ont 3 matelas, leurs matelas ils sont à partir de 449 €, 629 € et 859 €. Et cerise sur le gâteau, en plus d'être innovante, Teddy Bear est une entreprise à mission, responsable et solidaire. Ce qui ne l'empêche pas d'être drôle, car vous ne devinerez jamais, je vous donne l'anecdote parce que j'aime bien, comment ils appellent leurs 3 boutiques qu'ils ont ouvertes, il y en a une à Paris, une à Lyon, une à Toulouse, les boîtes de nuit. Boîte de nuit pour une marque de matelas, on adore. Bref, je suis ravie d'échanger aujourd'hui avec Julien Sylvain, l'un des cofondateurs, pour qu'il réponde à mes 10 questions à un expert. Bonjour Julien. Bonjour Hortense, merci pour l'invitation. Ben non, avec plaisir, vous m'accueillez dans votre showroom. J'ai plein de questions, donc on va essayer d'être un peu précis, mais tout en ne perdant pas trop les auditeurs. Précis mais pédagogue. Ouais, voilà. Avant tout, donc 10 questions, vous allez voir, on va changer les thématiques. On va commencer par le matelas. Julien, avant tout, c'est vraiment une question très large, mais qu'est-ce qu'un bon matelas ? Alors, c'est une très bonne question. C'est une question que posent beaucoup les clients. On en parlait un peu avant, mais le délai entre une première visite chez nous et l'achat d'un matelas, c'est 60 jours. C'est hyper compliqué d'acheter un matelas, même chez nous. Pourtant, on essaie de le rendre beaucoup plus simple. Mais c'est sans doute le produit le plus important de nos vies, parce qu'on passe un tiers de notre temps dessus, parce qu'on est en contact direct avec lui. Et pour autant, c'est l'expérience d'achat qui était, au moins avant qu'on arrive, vraiment la plus désagréable. Donc, faut se rassurer, c'est vraiment tout le monde qui se pose la question, qu'est-ce qu'un bon matelas ? Donc du coup, pour rentrer un peu plus dans le détail, il y a des critères qui sont quand même assez nombreux pour définir un bon matelas. Mais globalement, les 4 principaux qu'on va rechercher, c'est ce qu'on va appeler l'accueil. C'est comment on se sent sur le matelas, comment notre corps est accueilli. Le maintien, comment notre corps est maintenu par le matelas, du coup, dans la position naturelle dans laquelle on dort. Ensuite, est-ce qu'on va bien
est-ce que notre corps va bien respirer, est-ce qu'on va pas avoir de trop chaud, trop froid, donc la température de notre corps. Et le dernier élément qui est souvent un peu sous-estimé, c'est l'indépendance de couchage. Est-ce qu'on va sentir la personne qui dort avec nous bouger ou pas pendant la nuit, parce que ça peut créer pas mal de micro-réveils pendant la nuit. Donc ça, c'est les 4 critères vraiment principaux pour faire un matelas confortable. Après, au-delà du confort, il y a évidemment plein d'autres critères. La durée de vie, par exemple. Est-ce que le matelas va vraiment pouvoir m'accompagner pendant longtemps? Et un matelas qui tombe pas en panne, donc est-ce qu'il va en fait garder ses propriétés pendant longtemps? Est-ce qu'il va rester confortable pendant longtemps? Donc la durée de vie. Deuxièmement, moi je trouve que c'est quand même assez important et ça me fait halluciner de voir des gens qui achètent des matelas sur internet, on sait pas d'où ils viennent, c'est la sécurité. Si en fait c'est un produit sur lequel vous allez coller votre visage, il faut connaître l'origine des matières, par quelles ils ont été faites, comment, est-ce qu'il y a des matières chimiques dedans, des traitements, pas de traitements, etc. Donc ça c'est aussi un point important. Et enfin, peut-être des critères moins clés, mais la qualité du service. C'est épouvantable de se faire livrer un gros produit sans savoir à quel créneau on va le recevoir, en combien de temps, si on a une galère, est-ce qu'il y a une garantie, pas de garantie et tout. Et puis un dernier critère, avoir un beau produit. Moi, j'accorde de l'attention au beau. Je pense que tes auditrices, auditeurs aussi. Mais nous, on essaie de bien penser nos produits. Ils sont oussables, délavables. Les matières sont agréables. Le design est chouette. Ça fait aussi partie du produit. Même s'il est caché. Même s'il est caché, en fait, on va... Alors déjà, pour certains des critères un peu design, comme la housse lavable, c'est important. Et même s'il est caché, on le voit, on est content de dormir sur un beau produit. On fait quand même son lit de temps en temps, normalement. Donc, pour moi, c'est important. Oui, bien sûr. Alors, on va revenir sur tes 4 grands critères. Déjà, donc la technologie du matelas, ce qu'on appelle la technologie du matelas, c'est... latex, mousse ou ressort, et le garnissage, c'est pas la même chose. C'est la différence entre accueil, tes 2 premiers critères. Ouais, tout à fait. En fait, tu vas jamais dormir directement sur des ressorts. Alors, sur la mousse et le latex, tu peux dormir directement dessus, mais les ressorts, il y aura toujours une matière d'accueil qui va être très souvent de la mousse, parfois du latex, parfois d'autres matériaux comme de la laine ou de la ouate. Mais effectivement, là, les 3 que tu as cités, c'est les 3 grandes familles de produits, avec du coup le ressort qui est fait à partir d'acier, qui est en sachet souvent aujourd'hui, donc c'est-à-dire qui est dans ce qu'on appelle des pockets, donc des petites housses de polyester qui permet au ressort de pas se croiser, d'être bien indépendant. On a la mousse qui est fait du coup avec des produits chimiques, donc c'est pas un gros mot les produits chimiques, mais c'est des matières qui sont transformées à partir de pétrole pour faire des matériaux qui ont des propriétés techniques qui sont extrêmement bonnes. Et ensuite, on a le latex. Le latex qui est, oui, d'origine naturelle, c'est-à-dire qu'il vient de la sève du caoutchouc, donc il y a de la sève d'EVA, mais qui vient du bout du monde, qui est le 2e motif de déforestation, qui met vraiment sous pression tous nos écosystèmes forestiers. Donc, du coup, moi, je considère qu'on a que, en fait, aujourd'hui, 2 grands matériaux disponibles, la mousse et le ressort pour faire des matériaux d'accueil, de maintien. Et ensuite, pour les matériaux d'accueil, on en a un peu plus. On a la laine, la ouate, les mousses. Et du coup, il faut composer notre sandwich avec ces matériaux disponibles. Ouais. Mais alors, comment on sait quel type de confort nous convient en termes de fermeté? C'est pas forcément lié au poids? Déjà, chacun n'a pas des besoins si spécifiques. En fait, pendant longtemps, on nous a marketé des produits hyper compliqués avec un très grand choix. Mais en fait, cette offre de literie, il faut bien comprendre qu'elle a été conçue pour équiper non pas les dormeurs, mais les vendeurs de matelas. Le but, c'était qu'ils puissent segmenter les clients, les produits, avoir des produits très différents de ceux d'à côté. Mais en fin de compte, faire un bon matelas, un bon rapport qualité-prix, c'est pas si compliqué que ça. Alors évidemment, il faut trouver la bonne recette, faire le bon produit, fabriquer au bon prix. Mais c'est pas si compliqué. Donc nous, on a la prétention d'arriver à faire dormir 95% des dormeurs sur notre produit. Et ils dorment extrêmement bien. CQFD, il faut regarder nos notes sur notre site. Et puis, on a un taux de retour qui est très bas. Donc nos clients, ils ont vraiment la liberté de garder ou non nos produits et c'est extrêmement simple de les retourner et on a moins de 4% aujourd'hui des clients qui gardent pas leur matelas. Donc c'est vraiment très bas. Nos matelas, ils sont très bien notés par UFC Que Choisir. Donc bon, on arrive à faire des très bons matelas qui vont à tout le monde. Mais c'est vrai que un dormeur qui est très lourd, qui fait plus de 100 kilos ou plus de 120 kilos, il va vraiment préférer un matelas dur qui va le maintenir un peu mieux dans la position dans laquelle il dort. Mais c'est vraiment pour les très gros poids.
Après, c'est plutôt des habitudes qui ont pu être prises et qui vont se défaire en quelques nuits. C'est-à-dire que si vous êtes habitué à un matelas très souple chez vous, mais que vous dormez sur un matelas d'hôtel qui est plutôt ferme, en 2-3 nuits, vous allez adorer le confort du nouveau matelas. Mais donc toi, ce que tu dis, c'est que la position dans laquelle on dort, ou même le partenaire avec qui on dort, finalement n'influence pas tant que ça le choix du matelas. Et en fait, d'ailleurs, quand on s'allonge sur un matelas dans une boutique de matelas traditionnelle, en fait, on n'a aucune idée du maintien du matelas. On va avoir une idée de l'accueil, comment on se sent. Mais là, c'est vraiment que de l'habitude. En fait, être un peu plus enveloppé, un peu moins enveloppé, c'est des préférences personnelles, mais qui vont pas définir vraiment le confort du produit. Ouais, il y a quelque chose qu'on lit souvent aussi, tu sais, c'est face hiver, face été. Ça, t'en penses quoi? Moi, je pense que les mecs qui l'ont inventé sont très malins, mais ça n'apporte absolument rien au confort du produit. C'est démontré de façon scientifiquement, mais quelques millimètres, si on parle vraiment de millimètres, de watts ou de laine, ne vont absolument rien changer à l'accumulation ou à la restitution de la température pendant la nuit pour le dormant. Donc ça va rien changer. Après, ce qui est malin, c'est qui a permis d'encourager les clients à retourner leur matelas. Et pour des produits de qualité moyenne, ça permet de prolonger la durée de vie. Nous, notre produit, nos produits n'ont pas besoin d'être retournés. C'est des densités de mousse ou des fermetés de ressort qui vont avoir une durée de vie très longue, en fait. Ok. Et en parlant de retourner, comment on l'entretient, son matelas? On doit changer, on doit le mettre en hauteur de temps en temps, on doit faire le retourner, le taper. L'ennemi du matelas, c'est l'humidité. Et en fait, chaque dormeur va dégager énormément d'eau pendant la nuit. C'est pas très glamour, mais on transpire et on évacue de l'humidité. Donc du coup, surtout, il faut pas mettre son matelas directement au sol. C'est une grosse erreur, parce que là, il va moisir très vite. Il faut le mettre sur un sommier qui va être aéré. Donc après, il y a plein de types de sommiers, mais le rôle principal du sommier, c'est d'aérer son matelas pour évacuer l'humidité pendant la nuit. Donc c'est la première règle hyper importante. Ensuite, je comprends pas que tous les matelas soient pas déhoussables, parce que ce qui va s'accumuler sur le matelas, pareil, c'est pas très glamour, mais c'est des petites particules de peau, du coup déjà carien. Et en fait, il faut pouvoir déhousser, laver la houille de son matelas au moins chaque année, idéalement chaque année, dans tous les 2-3 ans minimum. À cette occasion, on peut aussi taper un peu son matelas, le mettre vertical pour que des petites particules de peau puissent tomber, ou l'aspirer. Ça peut être aussi assez malin pour évacuer ça. Et normalement, c'est à peu près tout. Après, le retourner, au bas, si c'est recommandé sur l'étiquette du produit, évidemment, ça permet de prolonger la durée de vie du produit. Pour les bons matelas, il n'y a pas besoin de les retourner. Et souvent aussi, on a mis les matériaux qui font l'accueil que d'un seul côté du matelas. Donc, c'est le cas pour nos produits. Donc, ils sont juste pas retournables au bas. Par contre, on peut les retourner tête-pied. Et ça permet de compenser un peu certaines déformations qui peuvent venir avec le temps et qui sont inéluctables. Donc nous, ce qu'on promet avec nos garanties, c'est qu'elles vont pas arriver dans les 10 premières années du produit. Au bout d'un moment, la gravité fait effet et donc du coup, forcément, la matière va se déformer. Ouais. Et oui, quand est-ce qu'on le change, le matelas? Alors, on le change pas trop tôt. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de les changer trop tôt. La pratique en France, c'est de changer son matelas tous les 14 ans. Ça prend en compte aussi les matelas des résidences secondaires qui sont pas utilisés tout le temps, ou des matelas d'enfants qui vont se déformer moins longtemps. La règle, c'est au bout de 10 ans, normalement, il va être mécaniquement affaissé, donc il va falloir le changer. Et s'il est affaissé plus tôt, il faut le changer. Et alors, il y a 2 termes qu'on entend souvent aussi, c'est l'épaisseur et la densité. C'est pas la même chose ? Non, alors l'épaisseur du matelas, c'est vraiment la hauteur en centimètres du matelas. En gros, ce que vous pouvez... je te pose toutes les questions qui me viennent. C'est des très bonnes questions que tout le monde se pose, mais globalement, on peut dire que en dessous de 15 cm, ça va vraiment pas être un bon matelas, qui va pas être très confortable. On va sentir très vite le sommier. Donc il faut être peut-être au-dessus de 17-18 cm d'épaisseur pour avoir un matelas qui commence à tenir la route. Au-dessus de 25-30 cm, ce qu'on s'est dit nous dans l'industrie, c'est qu'on commence vraiment à réduire de manière assez importante le rôle du sommier dans le confort. Donc c'est-à-dire que à 25-30 cm, vous achetez vraiment un matelas. Les sommiers, vous pouvez mettre quelque chose d'assez standard. Nous d'ailleurs, ce qu'on recommande pour notre matelas Teddy Bear, c'est vraiment un sommier qui est en fait des lattes de bois fixes
qui va du coup être un sommier assez ferme et qui va laisser le matelas travailler et pas rebondir avec le dormeur. Donc donc l'épaisseur du coup c'est plutôt pour avoir un matelas qui est confortable et qui n'est pas lié au sommier. L'épaisseur, la densité, elle va vraiment jouer un rôle dans la durée de vie du produit. En fait, globalement, plus les matériaux sont denses, c'est-à-dire plus il y a de matière dans le matelas, plus de poids, plus le matelas va durer dans le temps. En fait, des mousses qui font 25 kg de matière par mètre cube, c'est vraiment des qualités basses. C'est ça les matelas qu'on peut acheter en grande distribution ou sur les marketplaces. Et ça, c'est des matelas qui vont avoir une durée de vie très faible. Oui, d'accord. Parce que voilà, malgré tout ce qu'on vient de dire, si on parle un peu du marché, il y a énormément de choix. Et vous, parmi tout ce choix, vous proposez seulement, entre gros guillemets, seulement 3 matelas. C'est-à-dire quoi? Tous les critères sont réunis? Enfin, comment vous avez réussi? Alors, pendant 8 ans, on a vendu un seul matelas. Ouais. Là, maintenant, on a segmenté notre offre avec un autre produit. Donc, on a le matelas Teddy Bear, qui est notre matelas iconique, le plus vendu. On a maintenant un matelas hybride, donc il y a un matelas qui est composé de ressorts, alors que le premier était composé exclusivement de mousse. Le matelas hybride, il a ressort plus mousse. Pourquoi? Parce qu'on a fait pas mal d'études et en fait, on s'est rendu compte qu'avec le ressort, on n'a pas un meilleur confort, mais par contre, on a une meilleure régulation de la température. Et donc du coup, c'est un matelas qui est légèrement plus cher, mais qui permet, notamment pour ceux qui sont en recherche de confort thermique, d'avoir un meilleur résultat. Et après, on a un troisième produit, qui est un produit plus particulier, qui est super aussi, qui est moi mon produit de cœur, qui est un matelas qui est fait en grande partie à base de laine. On est en recherche, donc tu l'as dit en intro, on est entreprise à mission et on est vraiment en recherche des clés pour rendre notre industrie plus vertueuse écologiquement. Et l'utilisation de la laine, c'est une des manières d'arriver à cet objectif. La laine, c'est une matière qui est disponible en très grande quantité en France, qui est pas ou peu valorisée. Il y a 5% des laines qui sont utilisées en France, le reste est globalement jeté. Et donc nous, on recherche des manières de l'utiliser, notamment dans le matelas. Donc on a développé ce matelas qui s'appelle le matelas pelote, qui est un premier test de produit autour d'une matière qui est 100% naturelle. Ok. Comment on justifie je parle un peu du marché globalement, mais ces écarts de prix qui sont quand même très différents d'une marque à l'autre? Alors on les justifie pas trop, honnêtement. D'ailleurs, ce qui est assez troublant, c'est que quand on rentre dans une boutique de spécialistes de matelas, la première question qui va être posée aux clients, c'est quel est votre budget? Et ça montre quand même, en tout cas selon moi, ça montre qu'il y a un problème dans cette industrie. C'est-à-dire qu'on ne part pas du tout du besoin du consommateur. On se dit combien il a dans son portefeuille et combien du coup à quel prix je peux lui vendre un produit. Nous, c'est un des éléments avec mes associés qui nous a vraiment fait dire qu'il y avait un problème dans l'industrie. C'est hyper compliqué de s'y retrouver. Il y a du jargon technique, il y a des écarts de prix très importants. En plus de ça, il y a une culture de la promotion qui est démente. Il n'y a aucun matelas qui est vendu plein pot, juste nos matelas à nous. Tous les autres produits, c'est moins 30, moins 40%. Donc tout ça vient brouiller l'image prix du produit. Donc pour finir, le consommateur en France, il sait pas s'il doit mettre 400, 500, 800 ou 1500 euros pour avoir un bon produit. La réponse, je vais vous la donner, c'est qu'un bon produit, c'est un produit Teddy Bear, où en fait le prix est le même toute l'année, où le produit a été bien conçu, on a réfléchi notre modèle pour avoir le moins d'intermédiaires possible. Un vendeur de matelas, un spécialiste qui va vendre ces marques ou d'autres marques de matelas, il va avoir besoin de faire un coef de 2.2, 2.3 TTC hors taxe sur le prix de vente du produit. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il va se faire 50% de marge. Nous, on fait moins de 35% de marge sur les produits qu'on vend. On n'a pas d'intermédiaire, donc on est vraiment en direct sur la vente de nos produits. Il y a même des matelas qui sont vendus vraiment super cher, même jusqu'à 3 000, 4 000, 5 000 euros. Il y a quand même une notion de fabrication. Ils sont fabriqués en France, artisanalement, les coutures, etc. Nous, c'est le cas aussi. Des housses de matelas, c'est forcément fabriqué à la main. Après, là où tu as raison, c'est qu'il y a un marché évidemment du luxe, où là, on peut apporter d'autres choses que le confort dans le matelas.
On peut apporter des signes extérieurs de richesse, de la finition, de la déco. On peut faire des matelas beaucoup plus beaux, avec des broderies, avec des niveaux de finition qui vont être, et je reconnais, qui vont être hyper satisfaisants pour plein de gens. Mais dans le confort, c'est pas parce qu'on dépense beaucoup plus qu'on va avoir un produit plus confortable. Après, ce qu'on peut améliorer, c'est un petit peu le confort d'accueil. Donc, c'est la sensation qu'on va avoir en se mettant sur le lit. Ça peut être un petit peu amélioré avec des matériaux un petit peu plus techniques. On parle beaucoup de surmatelas. C'est une question qui m'est souvent posée, c'est est-ce qu'il faut dormir avec un surmatelas Attends, c'est ma question juste après. Mais non, bien sûr. Mais il y a des matelas qui vont coûter plus cher, qui vont avoir un peu des effets sur matelas intégrés qui peuvent être assez chouettes. Ouais, justement, j'allais te dire, on a terminé la première question matelas. Okay. C'était la plus grosse, évidemment. Deuxième question sur le surmatelas. Quel est l'intérêt d'un surmatelas? À quoi ça sert? Alors, il y a deux types d'usages pour le surmatelas. On va dire deux intérêts, du coup. Soit améliorer le confort d'un matelas. Imaginons, je prends un scénario un peu extrême, imaginons que vous soyez dans un appart de loc avec un matelas, du coup vous subissiez le choix peut-être médiocre qui a été fait d'un matelas, et vous allez vouloir améliorer le confort du matelas. Vous allez améliorer, du coup, si vous avez bien suivi, que le confort d'accueil du matelas, que la sensation que vous avez. Ça améliorera pas le maintien du matelas, mais ça peut être agréable. Premier type d'usage, améliorer le confort d'un matelas qui est peut-être trop ferme ou pas assez confortable. Et la deuxième chose, c'est de créer cette sensation un peu d'enfoncement dans le matelas, qui peut être vachement agréable, même quand on a un bon matelas. Et ça, alors du coup, c'est le côté le plus recherché du surmatelas. Moi, je dis attention, parce que on va l'avoir dès la première nuit, cette sensation, et ça va être assez plaisant. Mais en réalité, on vient vraiment augmenter les matières sur lesquelles on dort. Donc il y a au moins 2 couches de textile supérieures entre les 2 épaisseurs du surmatelas, plus une matière qui va nous envelopper. Et quand le corps est enveloppé, il respire beaucoup moins bien. Donc souvent, au bout de très peu de temps, les dormeurs vont se lasser du surmatelas, vont dire j'ai trop chaud, ou c'est inconfortable dans les nuits où la température va monter au-dessus de 21, 22, 23 degrés. Donc moi, ma conclusion, c'est souvent qu'il est très confortable à l'hôtel, dans une chambre avec la clim, mais chez soi, c'est souvent un piège, et le surmatelas, il finit dans 70% des cas dans le placard, et il n'est pas utilisé très longtemps. Ok. Troisième question sur le sommier. Si on change son matelas, il faut donc changer son sommier? Alors non, pas systématiquement. Ça, c'est une tactique de vendeur de matelas pour augmenter le panier moyen. Donc c'est on vous garantit le matelas que si vous changez le sommier aussi, parce que sinon on sait pas sur quoi il est utilisé et tout. Bon, voilà, c'est efficace, mais c'est pas très moral. Donc du coup, on ne change un sommier que s'il y a une latte qui est cassée, ou que s'il fait du bruit. En gros, c'est les 2 problèmes d'un sommier. Un sommier, c'est souvent du bois, et donc du coup, il peut se mettre à grincer, et ça, c'est vraiment très très inconfortable. Donc du coup, il peut faire du bruit, et il peut y avoir une latte qui se casse quand on va s'appuyer avec le genou sur le matelas ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il faut de toute façon acheter des sommiers idéalement avec des lattes qu'on peut remplacer. Donc on ne change pas systématiquement son sommier. Oui, j'allais dire, on sait qu'il existe différents types de matelas, mais il y a aussi différents types de sommiers. Comment on choisit son sommier? Alors, il y a en gros, en France, il y a un peu moins de familles en France que dans d'autres pays. Il y a des pays où notamment il y a des sommiers ressorts que moi je trouve très chouettes, mais on en a très peu en France. En France, du coup, on a soit des sommiers à latte passive, donc en fait c'est des planches de bois qui vont permettre justement l'aération du matelas, mais qui vont pas apporter de confort au matelas. C'est ce qu'on utilise dans les hôtels. C'est durable, c'est simple, ça coûte pas très cher, c'est efficace. Nous, c'est le gros de nos ventes. Donc, c'est ce qu'on appelle un sommier à latte dure ou à latte passive. Et après, il y a des sommiers à latte souple. Donc là, c'est les lattes un petit peu bombées que tout le monde connaît, qui va avoir l'avantage de se réparer plus facilement quand il y a un problème, et qui va apporter un petit supplément de souplesse au matelas. Alors pour quatrième question, le matelas enfant, comment ne pas négliger le choix du matelas? Parce que est-ce que ce sont les mêmes critères là, tous ces critères qu'on a évoqués pour les adultes? Non, c'est pas le même critère. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes critères déjà, parce qu'un enfant va avoir très vite très chaud.
Un enfant a plus chaud qu'un adulte la nuit ? Un enfant a plus chaud qu'un adulte. Alors, je sais pas. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais leur couette qui tient jamais. Exactement. Alors, je connais plus le motif, mais en tout cas, ils ont plus de difficultés que nous à réguler leur température la nuit. Donc, il faut pas de matière trop enveloppante. Et la deuxième chose, c'est que le poids de l'enfant va évoluer beaucoup plus vite que le nôtre. Enfin, quoique moi, entre mon poids d'hiver et mon poids d'été, il y a des petites variations, mais leur poids va bouger pas mal. Et donc, du coup, nous, on a un matelas qui s'appelle le Grand Teddy, qui cartonne, et qui a un matelas qui a 2 niveaux de fermeté qu'on peut retourner pour avoir un produit plus ferme quand le poids de l'enfant augmente. Donc là, c'est vraiment pour le matelas enfant. Pour les matelas bébés, c'est encore plus compliqué. Pour le coup, c'est très normé. Il y a un gros travail de normes qui a été fait, notamment pour la tête plate, pour l'asphyxie du nourrisson. Et donc, du coup, nous, on a un produit aussi qu'on vend en grande quantité. On est assez reconnu pour nos produits enfants de literie, qui est un produit qui du coup est très sûr sur ces aspects-là. Donc la tête plate et l'asphyxie avec des matières qui peuvent pas s'inhaler facilement. Et en plus, on a travaillé les allergies qui sont souvent liées qui sont uniquement liées à la présence d'acariens dans la literie. Donc on a une sous-housse qui est anti-acarien et qui permet de réduire la quantité d'acariens dans le produit. Évidemment, surtout pour les enfants, des housses lavables pour l'entretien. Oui. Il y a des accidents, mais aussi les acariens et la sensibilité aux allergènes qui est plus forte quand on est enfant. Oui, bien sûr. Tu fais bien de préciser. 5e question, le lit. Donc le lit, c'est la structure, donc ça existe avec coffre, etc. On peut s'en passer ou c'est conseillé d'avoir un vrai lit, parce que c'est qu'on. Ouais, alors le sommier, c'est un type de lit. Il y a un peu d'abus de langage. D'ailleurs, nous, on le voit dans les requêtes de nos internautes. Ils savent pas trop s'il faut taper lit ou sommier. Le lit, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, sans faire vraiment de règles de vocabulaire, mais c'est que le sommier, c'est un cadre assez simple. Le lit, il a une fonction en plus. Donc, soit il est coffre, et il permet de ranger des affaires en dessous. Et ça, c'est le produit hyper dynamique en ce moment. Réduction des espaces. Tout le monde est en train de chercher des manières de ranger les affaires d'hiver, d'été, etc. Donc nous, on en vend beaucoup de sommiers coffres. Et après, l'autre fonction, ça peut être déco. C'est avoir un lit plus sympa qui va matcher avec la chambre, etc. Et du coup, c'est un peu les 3 grandes familles. C'est le sommier simple, le lit coffre et le lit déco. Ouais. Est-ce qu'il y a une bonne hauteur pour le lit, le lit ou le sommier d'ailleurs? Il y a une bonne hauteur à respecter, c'est celle avec laquelle on est confortable quand on est assis sur le bord de son lit. Alors c'est encore plus le cas dans un hôtel. Un hôtel, on est tout le temps assis sur le bord de son lit parce qu'il n'y a pas trop d'autres endroits pour s'asseoir. Mais dans la chambre, en fait, si vous faites attention, vous vous rendez compte qu'on s'assit beaucoup sur nos lits. Donc, il faut qu'il soit confortable pour s'asseoir. Donc, ça dépend évidemment de la taille du dormeur, mais du coup, on essaie d'avoir des matelas plus sommiers qui font les bonnes hauteurs. Et donc, on met des pieds, le sommier. Donc, on met des pieds, exactement. Et c'est pour ça que pour nos sommiers, on propose plusieurs hauteurs de pieds. Il y a 2 cm d'écart. Donc je sais plus si c'est entre 40 et 45 la hauteur confortable. En tout cas, nous, pour les plus petits gabarits, du coup, on va recommander de prendre les pieds plus bas, et pour les plus grands. Oui, il y a un peu des normes, comme j'en sais rien, un plan de travail dans une cuisine. Tout à fait. Et alors, mon associé, Juan Pablo, le designer, il pourrait vous dire les centimètres. Moi, j'ai oublié, mais je crois que c'est une 40aine de centimètres. Ouais, ok. 6e question, on passe à la couette qui est très importante. Ouais, comment on l'entretient, la couette, tout simplement? On la nettoie nous-mêmes et à quel rythme? Alors, ça dépend de la couette, mais évidemment, on essaie de la laver. Je pense que chaque année, c'est peut-être un petit peu extrême, mais tous les 2 ans, si on transpire pas trop, ça me paraît être bien. Nous, on a une couette qu'on peut laver en machine, donc après, il faut quand même un gros tambour, mais on peut la laver en machine et la sécher en machine. On met des balles de tennis pour laver les couettes et les oreillers. Quand il y a la matière naturelle, des plumes et du duvet, en fait, si vous voyez une plume, quand elle va sécher, si elle n'est pas tapée pendant le séchage, la plume, toutes les fibres vont rester collées. Donc le but des balles de tennis pour l'oreiller, pour la couette, ça va être de venir ouvrir ces fibres. D'accord. Pour donner du volume. C'est le volume de ces fibres qui vont donner du confort.
Ah oui, pour qu'elle soit bien répartie. Pour qu'elle soit bien gonflante. L'enfer sur les oreillers, on va y revenir, c'est la question d'après, quand ils sont informes. Donc, vous proposez, et dans l'absolu, un peu sur le marché, il y a 2 types de couettes. Il y a l'une en fibre recyclée et une en plume et duvet. Quelle est la différence, en fait? Alors, il y a une idée reçue assez importante qui est que les matériaux naturels donnent des allergies. Bon, en fait, c'est pas vraiment le cas. Ce qui donne des allergies à ceux qui sont assez sensibles à ça, c'est les acariens. Et les acariens, ils vivent mieux dans les matières naturelles s'il y a de quoi manger, en fait. Nous, nos plumes, elles sont lavées, je crois, 7 fois, plumes et duvet. Donc, les acariens vont pas se développer dans nos fibres naturelles. En plus, elles ont subi un traitement naturel qui s'appelle le Pronim, qui permet de réduire vraiment la présence des acariens. Toutefois, il y a des gens, notamment les véganes, qui veulent absolument pas de matière naturelle. Donc, du coup, on a développé ces 2 offres. Ça permet aussi d'avoir une alternative plus économique, parce que le duvet et la plume, ça vaut assez cher aujourd'hui. Et avec les grippes aviaires notamment, il y a eu vraiment une inflation de ces matières naturelles. Donc du coup, on a 2 alternatives. L'avantage du duvet et de la plume, c'est que, moi je trouve que c'est vraiment le plus confortable. C'est le plus gonflant, ça tient chaud, mais ça régule aussi bien la température. Donc on a rarement trop chaud, à moins qu'il fasse vraiment plus de 26-27 degrés dans la chambre. L'avantage de la fibre synthétique, recyclée, c'est qu'elle est lavable beaucoup plus facilement et qu'elle tient peut-être un petit peu moins chaud pour ceux qui ont tendance à avoir plus chaud pendant la nuit. Oui, j'allais dire, tout à l'heure, je t'ai demandé pour les matelas, qu'est-ce que t'en penses, couette d'été-hiver? Là, pour le coup, c'est vrai. Tu mets une couette d'hiver. Alors, les couettes 4 saisons avec des trucs qui se clipsent, etc. Globalement, c'est comme le surmatelas, ça finit souvent dans le placard, on l'utilise pas beaucoup. Moi, ma recommandation vraiment personnelle, c'est d'avoir une bonne couette et de mettre en dessous de la couette un drap plat. Moi, j'adore l'usage de drap plat. Comme ça, quand on a trop chaud, mais toute l'année, on peut vraiment retirer un coin de couette ou la couette totalement et dormir avec le drap et dormir avec un drap l'été. Mais pour moi, si on a une bonne couette, j'ai pas vraiment besoin d'avoir une couette d'été plus légère. C'est plutôt l'usage du drap qui est, je trouve, très très chouette, qui apporte vraiment un confort en plus. J'ai entendu qu'en Scandinavie, chacun avait sa couette, même dans un lit double, et quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais ça va arriver en France. C'est vrai, ça? Moi, j'adore ça. Donc, effectivement, je l'ai découvert en Islande, où tout le monde a une couette individuelle. Moi, je trouve ça mais vraiment techniquement, génial. comment on fait? On est à 2 sur un lit double, chacun sa couette? Chacun sa couette. On pourrait même imaginer avoir un drap plat qu'on partage à 2 et chacun sa couette au-dessus, un peu en mode édredon. Mais clairement, ça apporte énormément de confort parce qu'on recherche beaucoup l'indépendance de couchage. Donc, la définition de l'indépendance de couchage, c'est le fameux verre de vin qui est collé, qui est posé à côté du dormeur et on bouge dans l'appui du matelas et le verre de vin bouge pas. C'est exactement ça, en fait. C'est faire en sorte que le dormeur d'à côté puisse bouger pendant la nuit sans qu'il réveille celui d'à côté. Et en fait, aujourd'hui, dans les bons matelas, c'est un résultat qui est assez facile à obtenir. Donc, nous, on a une indépendance de couchage qui est vraiment totale sur nos produits. Par contre, si le dormeur bouge à côté, qu'il bouge la couette, là, ça va réveiller le dormeur à côté, forcément. Donc, avoir 2 couettes, ça peut être assez Et comment redoutable. tu fais le lit esthétiquement? Qu'est-ce que ça donne? Du coup, ça dégrade peut-être un peu le look. Moi, je le fais pas chez moi, mais... Ouais, je vois pas du tout de solution à ça. Comment tu peux mettre il faut border au milieu, mais il n'y a pas de trou au milieu dans le matelas. Non, il n'y a pas de trou au milieu, tu vas poser la couette, c'est vrai que c'est que le résultat esthétique, il est peut-être pas... Bon, on se reverra dans 2-3 ans, peut-être que vous l'aurez. J'en viens à l'oreiller qui est hyper important aussi. Chacun son confort, j'imagine, mais pour la nuque, la santé, la santé, c'est un grand mot. Qu'est-ce qui est le mieux? Faut ferme ou moelleux? Ou rien même? Alors, rien non, à part pour ceux qui dorment sur le ventre, qui vont être inconfortables avec un oreiller, mais c'est une minorité, je crois que c'est 3% des dormeurs, donc c'est vraiment pas beaucoup, et en fin de compte, ils vont toujours avoir besoin d'un oreiller pour lire, pour s'installer dans le lit. Nous, notre conviction, en tout cas, chez Teddy Bear, c'est qu'un bon oreiller, c'est un oreiller qui va s'adapter au dormeur, et pas l'inverse.
Donc il y a eu une grande mode des oreillers à mémoire de forme ou des oreillers en latex avec vraiment un bloc de matière. Moi je trouve que c'est vraiment très inconfortable parce que, enfin pas l'endormissement, mais pendant la nuit du coup c'est vous qui allez vous adapter à l'oreiller quand vous allez tourner et vous allez bouger énormément de fois pendant la nuit. On parle d'une centaine de mouvements pendant la nuit de position, des mouvements importants. Donc du coup notre reco, c'est oreiller en fibre naturelle idéalement, ou en tout cas en matériau de rembourrage, donc un oreiller rembourré qui va bien s'adapter au dormeur, idéalement qu'on peut vraiment travailler, c'est-à-dire qu'un oreiller, avant de dormir, il faut le taper, il faut lui donner du volume, bien le mettre dans la position dans laquelle on est pour qu'il maintienne bien votre nuque. La recommandation, en tout cas de Teddy Bear, c'est d'utiliser des oreillers rectangulaires pour dormir. Parce que si vous, alors là, vous ne me voyez pas, c'est un podcast, mais si vous imaginez un oreiller carré et que vous le mettez sous votre tête, très souvent, vous allez dormir, en fait, vous mettre votre oreille sur la pente de l'oreiller. Et du coup, vous allez relever la tête comme ça va être assez inconfortable. Alors qu'avec un oreiller rectangulaire, votre oreiller, il va vraiment être sur le point le plus haut de votre oreille, votre tête va être sur le point le plus haut de l'oreiller. Et du coup, vous allez dormir plus confortablement. Ah oui, j'avais entendu ça. Donc la règle aujourd'hui, c'est oreiller rectangulaire pour dormir, oreiller carré pour se coller dans le lit ou pour la déco. Après avoir 4 oreillers sur le lit, moi je trouve que c'est un peu désagréable aussi parce on sait pas trop où les mettre quand on se couche. Bon, voilà, mais du coup rectangulaire peut-être. Et pareil, l'entretien, comment tout à l'heure tu disais balle de tennis, mais à quelle fréquence pour le coup? Parce que là, on transpire. Ouais, on transpire une fois par an, je pense que c'est bien pour l'oreiller, peut-être un petit peu pour les nettoyer. Pour les nettoyer, ouais. Et pour en acheter de nouveaux? Les plumes et duvet, ça va s'abîmer quand même assez rapidement parce que les fibres peuvent se casser. Donc moi je dirais 4 ans, 5 ans. Après, normalement, ça doit tenir cette période-là. Si vous sentez que votre oreiller en fibre naturelle devient moins gonflant, en fait, parce que la transpiration vient coller les fibres entre elles. Donc, même vous allez taper de plus en plus dessus, il va pas reprendre son gonflant. Là, il faut le laver et le mettre à sécher, plusieurs cycles de séchage avec des balles de tennis, et ça va lui redonner le gonflant normalement. Ouais, ok. Et pour la différence entre naturel et synthétique, sur le choix, c'est comme pour la couette? Comme pour la couette, moi je trouve vraiment que le gonflant qui va être donné par les fibres naturelles, il est incomparable. En fait, avec des fibres synthétiques, on va beaucoup plus vite talonner, c'est-à-dire que on va sentir, si on appuie très fort dessus, on va avoir de moins en moins de résistance, alors que avec un bon mélange de duvet et de plumes, on va avoir un maintien au bout d'un moment qui est quand même vachement intéressant pour le confort. Ok. 8e question, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'un lit d'hôtel est meilleur que le lit chez nous? Est-ce qu'il a quelque chose en plus? Alors non, il a rien en plus. Il peut avoir un surmatelas qui va être permis parce que la chambre est au mieux au mieux climatisée, au pire bien ventilée, pas trop exposée, etc. Et donc du coup il peut y avoir un surmatelas. Mais en fait un matelas d'hôtel, honnêtement, très souvent il coûte moins cher à fabriquer qu'un matelas pour les particuliers, parce que les hôteliers ils vont renouveler leur literie plus souvent qu'un particulier. Après peut-être que ça peut être un sentiment qui est donné soit parce que le matelas chez soi il est de mauvaise qualité, donc du coup on a un meilleur matelas quand on va dans un bon hôtel, soit parce que on est en déplacement et on est content de se reposer, voilà. Donc non, je pense que c'est plus souvent une sensation, et qu'après avec un bon matelas on va trouver cette sensation facilement. Et pourquoi on peut avoir mal au dos parfois quand on sort du lit, quand c'est pas notre lit chez nous? Alors là, ça peut être parce que le matelas en question, il offre pas un bon maintien. Donc le bon maintien, c'est vraiment, faut imaginer que la colonne vertébrale, elle doit la nuit être dans une position à peu près droite, parce qu'elle doit pas être rigoureusement droite. Mais si du coup on a un matelas trop ferme, du coup au niveau des hanches par exemple, on va avoir le sentiment d'être courbé pendant le sommeil, et ça va pas être du tout agréable. Ou alors si on dort sur le côté, on va sentir ces petits fourmillements qu'on peut avoir quand il y a ce qu'on appelle une surpression.
Donc, du coup, je pense que tous les dormeurs sur le côté dont je fais partie l'ont déjà éprouvé. On sent qu'il y a vraiment trop de fermeté et ça, c'est inconfortable. Ça, c'est des types de sensations qu'on va avoir quand le matelas est pas adapté. Donc, soit trop ferme, soit trop souple. Trop souple, on va avoir potentiellement mal au dos. Donc, on va compenser un petit peu des déformations trop importantes. Trop ferme, on est cambré ou alors on a des points de surpression. Ok. 9e question, c'est plutôt sur Teddy Bear parce que je pense que c'est... Mais pardon, je reviens là-dessus, mais c'est pas en essayant un matelas 10 minutes dans une boutique qu'on va avoir une idée de ça. Il faut l'essayer plusieurs nuits chez soi. Plusieurs nuits, c'est pas 2-3. Nous, ce qu'on dit, c'est 7-10 nuits. Pourquoi? Parce qu'il y a des habitudes parfois à changer. Si on a dormi pendant très longtemps sur un matelas très souple, on va être surpris par la fermeté du matelas et donc du coup il va pas nous plaire au début et pourtant ça peut être le bon matelas. Ah ouais. Donc ne pas se laisser prendre par un essai de matelas, je pense. Ok. Et d'ailleurs, vous vendez à des hôtels? Vous avez, j'en sais rien, une offre pro, par exemple? Ouais, alors on le fait depuis quasiment le début de Teddy Bear. On a vite été sollicité par des gîtes, des chambres d'hôtes, et maintenant on vend beaucoup à des hôteliers. Alors après, on a développé une gamme vraiment spécifique pour l'hôtellerie. Pourquoi? Parce que tu me parlais du confort des matelas d'hôtel, donc c'est des matelas qui sont souvent confortables, mais qui ont d'autres propriétés au-delà du confort. Souvent, c'est des matelas qui doivent être très légers pour le travail des femmes de chambre et du personnel de l'hôtel, pour les troubles médico-sociaux qui sont liés au fait de refaire les lits tous les jours. Donc nous, les matelas qu'on a développés pour les hôteliers, ils sont assez légers. C'est des matelas aussi souvent qui doivent être twinables. Donc on doit pouvoir rapprocher 2 lits pour faire un grand lit double. On doit pouvoir changer les housses. Donc il y a plein de petites astuces qui sont importantes pour les matelas d'hôtel. Au-delà des hôteliers, du coup, on vend beaucoup, nous, par le biais de décorateurs, designers d'intérieur, qui achètent pour leurs clients. Donc, on a vraiment un service dédié qu'ils peuvent contacter et avec lequel on a l'habitude de travailler. Il y a parfois des contraintes un peu particulières et tout, mais on sait très bien les traiter. Donc, on est de plus en plus fort sur ce marché du professionnel. Vraiment tous les types, gîtes, chambres d'hôtes, hôtels, décorateurs d'intérieur. Ok, super. 9e question, je le disais dans l'intro et juste pour y revenir, vous êtes, Teddy Bear est une entreprise responsable et solidaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, il y a plusieurs piliers en dessous. Notre tagline, c'est reposez-vous sur nous, avec évidemment le toujours lien avec des petits jeux de mots chez Teddy Bear. On essaie d'avoir un peu d'humour, mais évidemment les produits, on fait que des produits du confort de la maison, également la qualité du service qu'on veut donner, parce que c'est toujours des produits compliqués dans nos vies, avec des notions d'essai, de livraison et tout. Donc on est redoutable dans l'exécution, dans nos livraisons, et c'est important pour nos clients. Dernier point, c'est qu'on veut vraiment apporter du confort mental à nos clients. Tous nos produits sont faits pas loin. Donc pas loin, c'est France principalement, couette, oreiller, une grande partie de nos matelas, une grande partie de nos sommiers, et Belgique au plus loin, souvent pour nos produits. Notre linge de lit est fait au Portugal, mais tous nos produits sont faits en tout cas de manière certaine en Europe. Ensuite, on essaye de bien faire ce qu'on fait. Donc, on travaille de manière, sur le long terme avec nos partenaires. On utilise un maximum de matériaux recyclés. Par exemple, notre canapé, il est fait à, je crois, 90% de matière recyclée. Tous nos bois, c'est des bois qui sont certifiés, homologués comme provenant de forêts durables. Nos matières recyclées, elles sont présentes dans tous nos produits. Et on donne tous nos matelas retour. Donc, une grande partie de nos matelas retour qui sont pas gardés par nos clients, ils sont donnés à Emmaüs Défi, et qui ont des partenaires depuis quasiment le début. Donc, on a donné plusieurs milliers de matelas à Emmaüs Défi. Donc voilà, ça c'est nos engagements du quotidien. Et par ailleurs, on est entreprise à mission. Donc entreprise à mission, c'est un concept qui est pas encore très connu, mais c'est-à-dire qu'on a inscrit dans nos statuts l'obligation de créer une dynamique vertueuse, donc d'entraîner un changement dans notre industrie qui doit, comme toutes les industries, réduire d'au moins 30% l'empreinte carbone ses émissions à un horizon de temps qui est quand même assez proche. Et donc on met tout en œuvre, à la fois
le travail sur la sobriété, donc par exemple militer pour renouveler moins son matelas, pour augmenter la durée de vie des matelas, pour réduire la matière qui est utilisée, mais également utiliser des matières éco-conçues, pouvoir réparer les matelas. Donc on travaille vraiment sur tous ces chantiers. Ça mobilise beaucoup l'équipe de Teddy Bear et le but c'est d'en faire profiter toute l'industrie. Ok. Et vous avez des engagements, je sais pas comment on dit, sociaux aussi Alors, on a ceux de Emmaüs Défi, on a l'intégralité de nos salariés qui sont actionnaires de l'entreprise. On a un dispositif qui est bien rodé où maintenant chaque salarié, dès la fin de sa période d'essai, devient actionnaire de Teddy Bear. Ouais, voilà. Ouais, et j'ai vu aussi un congé paternité. Ouais, tout à fait. Du coup, on est signateur du Parental Act. On donne un congé paternité qui vient déjà permettre aux papas de profiter de leur enfant, mais aussi de réduire la différence du coup de traitement avec en fait la pénalisation des femmes qui sont en congé qui sont en congé maternité, elle vient du fait que dans le parcours professionnel des hommes il n'y a pas ça, donc ça vient réduire cet écart-là, donc on trouve ça intéressant et on essaie de souscrire à plein d'initiatives de ce type-là pour à la fois rendre la vie de nos salariés plus confortable, mais aussi créer une dynamique vertueuse pour toutes les autres sociétés. Ouais, bravo. Dernière question, petite question clin d'œil pour terminer, pour les auditrices, même s'il y a quand même 30% d'hommes qui nous écoutent. Est-ce que vous allez développer, on n'en a pas parlé, est-ce qu'il y a une technique pour ceux qui ronflent un peu trop fort? Alors non, on n'a pas encore mis au point. Non, mais est-ce qu'il y a une astuce, j'en sais rien, sur le matelas, sur la façon de dormir? Non. Alors, écoute, c'est une très bonne question. Je la prends pour la travailler, mais non, j'ai rien en tête là. Il y a Je sais que c'est un problème récurrent. On en entend beaucoup parler, mais on n'a rien de très particulier. Pour l'instant, je crois qu'il faut dormir sur le côté. D'accord. Quand même. D'accord. Ok. Bon, merci beaucoup Julien d'avoir répondu à toutes mes questions aussi précisément. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci, au revoir. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.